Patrice, Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Monsieur Bontemps. Voilà. Oui, nous sommes ici au golfe du Rhin, à Chalampé, c'est sur une île entre l'Allemagne et la France. Tout à fait. Et vous êtes le greenkeeper, le chef greenkeeper. Oui. Alors, très bien. Parce que moi, comme golfeur, je me demande toujours quel est le travail derrière un club comme ça, un parcours comme ça qui est si vert, si bien maintenu. J'adore jouer ici, je ne suis même pas membre ici, mais alors avec vous comme expert, enfin je peux poser toutes les questions que j'ai toujours voulu poser. Mais avant qu'on continue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il faut juste appuyer sur ce bouton rouge et peut-être aussi la petite cloche à côté pour être notifié au moment qu'il y a un nouveau clip sur ma chaîne Golf et Tesla. Merci. Alors on continue. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Alors moi, ça fait 8 ans. 8 ans. 8 ans que j'officie ici. Et est-ce qu'il faut une éducation spéciale pour être greenkeeper dans le golf? Ah oui, oui, il y a tout un cursus de formation à obtenir. Vous avez, déjà il faut faire des études agricoles et maintenant il vous faut obtenir un bac plus 2. Alors en Suisse je ne sais pas comment ça marche, mais c'est un bac plus 2 années au-dessus du bac. Et après faire 2 années d'études supplémentaires, ce qui en France donne une équivalence bac plus 3. Et c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Agriculture, mais aussi par la Fédération Française de Golf. Alors c'est vraiment une éducation très spécialisée? Ah oui, oui, oui. Ah, très bien. C'est 2 ans d'études après le bac plus 2. Alors on voit ici quelques machines. C'est quoi exactement ça? Alors là vous avez un souffleur qui permet d'enlever les feuilles, d'enlever la rosée. C'est un outil assez polyvalent qui permet aussi de faire rentrer le sable lors des opérations de top dressing. Donc c'est un outil très très intéressant, la turbine. Alors ça s'utilise pas seulement en automne, mais pendant toute l'année? C'est utilisé tout le temps. Ah, bon. Parce que bien souvent on l'utilise pour faire tomber la rosée, on l'utilise, comme je vous disais, c'est pour faire tomber, pour enlever répartir au mieux le sable lors d'un top dressing. Un coup de souffleur et après vous n'avez plus du tout de sable apparent. Donc ça permet de le faire pénétrer. Sur le gazon? Sur le gazon, ouais, tout à fait. Très bien. Et aussi, bien sûr, l'hiver, ça permet d'enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir sur les surfaces de jeu. Alors, là, vous avez un râteau à bunker qui permet de ratisser les bunkers. Ah, en machine, ça c'est super. Donc c'est une sorte de tricycle monté avec une lame. Et ça c'est standard ou Ah ouais, carrément standard. Alors en principe, tout un bon club devrait avoir ça? Ah chaque club a ça. Faites attention, vous avez une guêpe. Là vous avez après nous on dispose, le golf de Chalampé c'est un golf qui a quand même les moyens. Et on dispose de tout un attirail de machines, de véhicules de transport. C'est-à-dire que alors vous avez 60 hectares ici? 60 hectares de gazon, donc il faut qu'on puisse se balader d'un endroit à un autre, etc. Et cette machine ici, elle fait quoi? Cette machine là, ça c'est un broyeur qui permet lorsque l'on a des branches, ici il y a beaucoup de branches qui tombent lors d'un coup de vent, ça permet de dégager le terrain très vite et ça fait du mulch. Et le mulch on le met dans les parterres. Et ça permet d'être beaucoup plus bio, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de produits insecticides. Et ça permet de... Ça va sur les fairways? Non, ça va dans les parterres. On le met dans les parterres. Ça permet aux mauvaises herbes de ne pas pousser. Alors ça c'est dans les roughs et les parties là qui sont à côté des... Voilà, tout à fait. Fairways. Ah, très bien. Un souffleur. Wow. J'ai jamais vu en action. Ça c'est pour les greens, le petit c'est pour les greens, le gros, celui-là c'est pour les fairways. Ah, ça jamais vu en action. Ah ça fait beaucoup de bruit. Parce que machine alors ici. Là c'est un sableur
Alors c'est une machine polyvalente, c'est-à-dire que grâce à cette machine on va pouvoir sabler les différentes zones de jeu. En l'occurrence ici ce sont les greens mais aussi les départs. L'hiver il nous arrive de sabler un petit peu les fairways, mais aussi cette machine nous permet de fertiliser, c'est-à-dire on met de l'engrais dedans, la nourriture au gazon, et ça nous permet de fertiliser les départs, de fertiliser les fairways, toutes les grosses zones de jeu. Alors je vois, ça continue avec les machines, oui. Ça c'est quoi? Alors là nous avons une autre partie du parc matériel où vous avez des machines qui sont des machines dites de précision, hein, qui coûtent extrêmement cher et qui peuvent tondre jusqu'à 3 mm. Ah, est-ce qu'il y a une règle de combien un fairway doit être tondu, ou est-ce que c'est chaque club qui décide ça? Ça dépend des golfs, mais bon, quand on commence à organiser des grosses compétitions, les arbitres demandent à ce que les surfaces de jeu aient des hauteurs de tonte bien précises. Alors ça fait cette précision. Et ces machines, ils viennent d'où? Ils sont fabriqués d'où? Alors c'est des machines, nous en France on n'est pas très bon, ni en Europe. Ces machines viennent des États-Unis en général, et une des marques les plus prépondérantes dans le marché est la marque Toro. Donc nous on a beaucoup de matériel Toro, du matériel John Deere. Si on a un bon service, moi je prends du Toro parce que j'ai un bon service après-vente, et du John Deere parce que j'ai un bon service après-vente. Et comme c'est un club qui a un parcours de 18 trous, oui. Et c'est combien d'hectares en tout ici? Alors, 60, le golf du Rhin, c'est 60 hectares. Si on doit décliner, nous avons 1 hectare de green, 0,5 hectare d'avant-green, ce qui fait le tour du green, le collier plus le tablier. Nous avons 1 hectare de départ. Nous avons à peu près 2-3 hectares de semi-rough, 9 hectares de fairway. Et après, le reste, ça peut être du rough entretenu, tondu, ou alors du rough laissé sauvage, enherbé ou alors boisé. Et combien de gens travaillent ici pour maintenir à l'entretien, nous sommes 7. 7 personnes? 7 personnes. Waouh, un travail splendide. Donc il y a moi-même, le greenkeeper, moi j'ai un adjoint, j'ai un mécanicien et après une équipe de jardiniers. Ah, super. Oui, alors cette machine ici, ce monstre, c'est quoi? Alors là, vous avez des machines, ce qu'on appelle des machines à fort rendement, c'est-à-dire des machines très larges qui permettent de couvrir une grande surface en une journée, c'est-à-dire tondre beaucoup de gazon dans la journée. Donc là, vous avez une tondeuse à fairway. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais ce sont des tondeuses hélicoïdales. Et alors l'hélicoïdale, c'est un cylindre, vous voyez, il y a plusieurs lames qui viennent, chaque lame vient frotter contre une contre-lame, ce qu'on appelle une contre-lame, ce qui nous fait la coupe du ciseau, comme une coupe de ciseau. C'est une coupe de précision. C'est spécifique au matériel de tonte golf. Et après, vous avez des machines aussi à fort rendement, mais ça, ce sont des machines pour tondre les roughs. Là, des machines type rotative. Ouf. Donc en gros, sur les greens, les départs, les fairways, vous avez des tondeuses hélicoïdales, et sur le reste, vous avez des tondeuses dites rotatives. Et c'est combien de litres de diesel ou d'essence ici par an, vous savez ça? Non, c'est assez énorme. Je vois là derrière plusieurs sables, parce que quand vous dites que cette machine c'est pour sabler. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi? Alors on a toute une... On peut voir là. Oui, un silo, et dans chaque silo vous avez différentes sortes de sable. Donc là vous avez le sable des bunkers. Ouais. Là vous avez le sable qui est amendé, ce qu'on appelle amendé, c'est-à-dire dans lequel on rajoute de la matière organique, ça c'est pour le regarnissage des départs. Et là vous avez le sable de green, qui a une caractéristique bien particulière. Alors ce sable de bunker, c'est comme un sable de plage. On caractérise nos sables grâce par rapport à la granulométrie. Et ça vient d'où ce sable? Alors ça c'est un sable qui vient de Strasbourg, vers Strasbourg. C'est un sable, ce qu'on appelle 0,2. C'est un sable dont toutes les particules sont comprises entre 0 et 2 mm.
Ah, ça c'est spécial pour les bunkers. C'est- Et un bunker, il est plein de ça ou il y a plusieurs couches dans Non, un- non, non, il est plein de sable comme ça. Ah, très bien. Plein de sable comme ça. En général, on met 10 cm de sable dans les bunkers. C'est la norme. 10 cm. Il faut 10 cm. C'est un standard pour tous les parcours de golf en Tout à fait, France? tout à fait, tout à fait. Alors normalement, dans le fond, c'est 10 cm et sur la face, c'est 5 cm. Il y a des normes. Donc là, vous avez le sable amendé, c'est-à-dire c'est du sable 0,2, pareil, identique, dans lequel on rajoute de la matière organique pour favoriser la germination des graines lors des sursemis. Alors ça s'utilise outil là, Outil, pour réparer les niveaux. et pour qu'on puisse mettre les... Il faut que le gazon pousse très rapidement. Donc pour que le gazon pousse très rapidement, il faut un élément qui permette de retenir l'humidité. Et c'est quoi la matière organique? C'est du terreau. Oui. Là, Oui. vous avez du sable de Green. Donc le sable de Green, lui, il vient de la Loire. Alors, vous dire où, je ne sais pas, mais c'est du sable de Loire. Donc c'est un sable 0,1. Alors là, c'est un sable plus fin. Et il est calibré 200-600 microns. C'est-à-dire que toutes les particules sont comprises entre 200 et 600 microns. Il faut qu'il soit très très fin pour éviter, lorsqu'on va le mettre sur les greens, qu'il abîme les tondeuses. Mais aussi les plantes. Et combien de fois vous mettez ce genre de sable? Alors le sur sable sur les greens, on a un calendrier et on essaye de positionner nos sablages en fonction des compétitions, en fonction de la fréquentation. Mais mon objectif, c'est de faire 20 sablages par an. L'idée de sabler le green, c'est pour qu'il soit... Alors pour sabler pourquoi on sable le green? Parce que le green fait du feutre, c'est-à-dire le gazon fait du feutre, c'est-à-dire c'est un dépôt de petits brins d'herbe, etc., qui ont du mal à se décomposer. Donc le but du jeu, c'est de mettre du sable de façon à ce que les bactéries, toute la vie du sol, on crée une porosité, des trous d'air, pour que les bactéries puissent rentrer dans le sable et aller manger la matière organique. Si on ne mettait pas de sable, la matière organique, ça ferait comme une grosse éponge, très dure, très sèche, et ça empêcherait, c'est impossible à dégrader, quoi. Donc on rajoute du sable. Ça c'est le premier effet, hein. C'est au niveau de l'entretien. Au niveau du jeu, on met aussi du sable. C'est pour éviter, pour reboucher les pitchs, pour améliorer la roule de la balle. Favoriser la roule de la balle. Oui, alors là, une question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a trop d'engrais sur un parcours de golf? Alors c'est quoi l'histoire ici? Alors, ce qu'il faut savoir, vous le savez tous, c'est que nous sommes géo, donc nous avons une certification écologique, et le but du jeu, c'est de limiter les apports d'engrais. C'est-à-dire qu'on met de moins en moins d'engrais. Vous voyez, ça c'est mon stock pour l'année. C'est très très faible. On en a déjà consommé pas mal. Ça c'est le stock des sacs qui sont vides. L'objectif, c'est de mettre de moins en moins d'unités fertilisantes à l'hectare. Et c'est quoi comme fertilisant? Alors, il y a deux types de fertilisation. Il y a une fertilisation dite minérale, plus chimique. Et nous, on tend vers une fertilisation plus organique, biologique. C'est quand ça pue. Issue de l'agriculture biologique. Donc là, quand vous dites très bien quand ça pue, c'est que là on met de la fiente, on met de la fiente de poule, du caca de poule. Ah oui, c'est ce guano plus ou moins. Voilà, mais bon, le guano, avant on utilisait des engrais à base de guano, mais maintenant ça n'existe plus parce que il n'y a pas assez de guano. Donc maintenant on se sert dans les élevages industriels, hein, et du caca de poule d'élevage industriel, auquel on va rajouter des plumes. Alors tout ce qui est caca de poule, c'est une libération dite rapide, ça se libère très rapidement dans le sol, et comme on veut une fertilisation qui dure dans le temps, on va rajouter des éléments qui vont se dégrader plus lentement dans le temps, c'est-à-dire des plumes, de la corne, du sang, etc.
Alors là, il y a aussi un calendrier où ça se fait selon la sécheresse ou le soleil? Ça se fait de façon très rigoureuse, c'est-à-dire que tous les 3 ans, nous réalisons des analyses de sol. C'est comme une analyse de sang pour une personne. On regarde ce dont le sol a besoin. En général, notre objectif, c'est de nourrir la plante, mais surtout de nourrir le sol qui va nourrir lui-même la plante. Ah. C'est ça le but du jeu. Ah, très intéressant. Nous sommes ici sur un green, alors qu'est-ce que ça fait que ça soit si ferme, que la balle roule si bien? Alors ça c'est la construction qui fait tout. C'est-à-dire qu'en général, quand on décide de créer un golf, si on y met bien les moyens, sous le green, vous ne le voyez pas, mais sous le green, vous allez avoir des fondations dans lesquelles on va mettre une couche de gravier qui va absorber l'eau. Donc quand il va pleuvoir, l'eau va disparaître tout de suite, pratiquement instantanément. Et après, au-dessus de cette couche, qu'on appelle une couche drainante, nous allons mettre une épaisseur de substrat qui est lui-même très drainant et qui donne cet aspect, cette dureté quoi. Au niveau, pour le jeu, c'est très important que le green soit très dur. Et après le gazon, c'est un gazon... Alors c'est un gazon très spécifique. Il s'appelle comment? Alors il y a différents types de graminées qu'on peut utiliser sur les greens de golf. En général, ce qu'on sème en France, c'est de l'agrostide. Ah. Alors le nom latin c'est agrostis, en général c'est soit stolonifera, soit agrostis tenus. Et ça c'est un standard pour le nord de l'Europe? Ouais, tout à fait. Ah, très bien. Ou alors, pour des golfs un peu plus rustiques, on peut semer de la fétuque rouge. Ah. Festuca rubra en latin. Et si on commencerait par zéro, combien de temps est-ce que ça prend? Alors, on est en train de créer un parcours de golf et on commence à construire le green. Ça prend combien de temps avant qu'on puisse jouer? En 2016, nous avons construit 3 trous. Il nous a fallu à peu près 9 mois du premier coup de pelle jusqu'à l'ouverture au jeu. Ah, très bien. Donc ça peut aller très rapidement. Mais en général, on laisse passer un hiver. Parce que là, moi, j'avais des conditions, il fallait vraiment que ça se dépêche. Il fallait vraiment que je me dépêche très vite. Mais j'ai forcé un peu le gazon. Mais en général, il faut 12 mois, quoi. Ah, très bien. Oui, ici, nous sommes sur le green numéro 9. C'est un par 3. Mais j'ai encore une autre question parce que généralement, on bouge ces drapeaux. Ce n'est pas toujours au même endroit. Oui, tout à fait. Quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce qu'on bouge? Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est le jeu, le facteur jeu. C'est-à-dire que les gens, on essaye de leur donner différentes possibilités de jouer parce que par rapport au positionnement du drapeau, si vous positionnez le drapeau plus à droite ou plus à gauche, plus en avant, plus en arrière, les conditions de jeu seront différentes. Donc on essaye de donner aux joueurs toutes les... Et sur un laps de temps de 3 ou 4 semaines, on a plusieurs positions de drapeau, ce qui permet aux gens de rencontrer toutes les possibilités de jouer sur ce trou-là, sur tous les trous. Et le deuxième élément fondamental, là c'est lié directement à l'entretien. Si vous laissez trop longtemps un trou à la même place, les gens gravitent autour du trou et vont endommager le gazon au pourtour du trou. Donc on a la nécessité, nous, au niveau de l'entretien, de déplacer les trous de façon à ce que le gazon se régénère plus facilement. Et quand on fait un nouveau trou, parce qu'il faut quand même creuser, ça prend... Et le boucher, ça se répare? Le trou, le bouguet en bonne condition de pousse, le bouguet se répare très rapidement. Et pour changer un trou comme ça, il faut en moyenne 10 minutes par green, quoi. Ah, seulement? Oui, ça va très très vite. Ah, très bien. Bon, alors merci beaucoup pour cet entretien, super intéressant. Et à une prochaine. Au plaisir. J'avais complètement oublié
de vous demander sur l'arrosage. Ah, merci. Parce que vous arrosez le parcours, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Et l'eau vient d'où? Alors l'eau vient de la nappe phréatique, qui vient du Rhin. Du Rhin. Et est-ce que c'est mesuré, c'est compté, vous payez ou vous avez juste droit à l'eau? Ce qui se passe, c'est qu'en France, on doit payer un impôt. C'est une déclaration sur l'honneur. C'est un montant fixé par rapport à la quantité consommée. Ah bon, alors vous mesurez la quantité que vous consommez. On a des compteurs, il y a un coefficient et on doit payer une certaine somme. Ah, super. Et est-ce qu'il doit y avoir des kilomètres de tuyaux, je suppose, là, en bas de... Alors, le golfe du Rhin, c'est énorme. Hein. Il y a plus de 300 arroseurs. Oui. On pompe, alors on a une station de pompage qui fait 200 mètres cubes heure. Et en moyenne, par jour, on consomme en moyenne 1000 mètres cubes par jour. La consommation annuelle, elle varie en fonction du climat, parce qu'on a des saisons pluvieuses et d'autres moins pluvieuses. Mais en année moyenne, on doit faire 75 000 mètres cubes par an. Et combien d'arrosoirs est-ce qu'il y a par green? Est-ce que c'est toujours la même chose ou ça dépend? Ça dépend de la surface, mais en général, on a des dispositions en triangulation d'arroseurs et en moyenne, il y a 5 arroseurs. Ah, très bien. Et alors l'arrosage se fait automatiquement? Alors, l'arrosage est géré par un ordinateur c'est une sorte d'horloge. Hein. Oui. Dès qu'on décide d'arroser, ça déclenche. Et en général, l'arrosage se déroule la nuit et ça dure à peu près 10 heures sur un cycle normal. Mais pas nécessairement tous les jours, ça dépend un petit peu du climat. Oui, de toute manière, notre objectif, c'est de réduire. On essaye par l'entretien et par notre gestion de limiter les apports d'eau. Je vous avais dit qu'on limitait l'engrais, mais on limite aussi les apports d'eau. Là, je suis en train de ressemer des graminées qui sont plus résistantes à la sécheresse, par exemple. Bon, merci beaucoup. Avec ça, je crois que j'ai vraiment de l'information très, très complète et je vous remercie encore une fois pour votre temps. C'est normal. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bon, alors, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Super Merci intéressant. Et à une prochaine. Au plaisir. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ce clip. J'espère qu'il était informatif. Au moins, pour moi, c'était génial de pouvoir faire l'interview là de M. Bontemps. J'ai beaucoup appris. J'ai appris plein de choses que je n'ai pas su avant. Et comme joueur de golfeur, mais aussi peut-être pour quelqu'un qui ne joue pas du tout au golf, j'espère que ça soit intéressant de voir et apprendre combien de travail il y a derrière la maintenance d'un joli parcours de golf, ou de tous les parcours de golf, je suppose. Alors, si vous avez aimé ce clip et si vous aimez ma chaîne, ça serait génial si vous pourriez vous abonner à la chaîne. Il faut juste appuyer ce bouton rouge là. Et il y a une petite cloche à côté. Si vous appuyez là-dessus, vous seriez automatiquement notifié dès qu'il y a un nouveau clip sur ma chaîne Golf et Tesla. Moi, je suis Gregor Heinrich. Merci d'avoir regardé ce clip jusqu'ici et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.